Merci d'être fidèle à notre programme. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine du dimanche, La Totale. Tout de suite, le sommaire. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle les règles électorales en cette période de pré-campagne pour les législatives. Les médias sont interdits de relayer les activités relatives à la propagande des partis et coalitions de partis politiques en lice pour ces élections. Nous verrons donc confraternellement les secrets d'un traitement responsable de l'information. La crise économique mondiale et ses conséquences, l'inflation mondiale est sur toutes les lèvres. Les bourses sont dans une grande fébrilité. Les prévisions de hausse s'ajustent encore en raison des incertitudes qui planent sur les marchés. Mamadou Ndiaye pose le débat avec un spécialiste. Et dans Bouillon Culture de ce soir, Boubacar Dieng nous plonge au cœur des cultures urbaines. Elles sont encore loin d'occuper une place privilégiée dans le monde des arts, mais ces acteurs y travaillent. Un métier qui suscite aussi beaucoup de passion, le jardinage. Nous allons rencontrer les amoureux des plantes et des fleurs. Malgré les difficultés qui freinent l'expansion de cette activité, ils y trouvent tout de même leur compte. Et Ayora nous emmène à Kaolack. Les transporteurs alertent sur un nouveau modus operandi des agresseurs. Ils assomment les clients grâce à des somnifères et nous le verrons dans quelques instants avec notre correspondant sur place à Damassar. Et enfin, notre diplomate ce soir, Mamadou Ibra Kane, de retour de Niamey. Le Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ont été invités à une rencontre d'évaluation de la première année au pouvoir du président du Niger, Mohamed Bazoum. Les détails à suivre. Bienvenue à tous. Les élections législatives plutôt du 31 juillet prochain suscitent énormément d'intérêt et cela va de soi. Décortiquer les discours et programmes des acteurs politiques, savoir traiter l'information dans le respect de l'éthique et de la déontologie, la responsabilité des médias est vivement interpellée. La période de pré-campagne a démarré ce vendredi et le journaliste doit impérativement respecter les principes d'équilibre et d'impartialité. Le CNRA a d'ailleurs communiqué là-dessus. Aïssatou Kane et Moussafa, l'explication. Si les élections riment avec les innombrables sorties des coalitions et partis politiques, il reste que les médias couvrent essentiellement leurs activités en période de pré-campagne et en campagne. Un traitement idoine de l'information en période électorale devient opportun. Ce contenu vient aux journalistes dans les rédactions. Nous faisons du journalisme. C'est de voir dans ça qu'est-ce qui relève de l'information et qui ne relève pas de l'information. Qu'est-ce qui a de l'intérêt pour le public et qui n'a pas de l'intérêt pour le public. Et ça, bon, après, parfois, ça va varier en fonction des rédactions, en fonction de ce qu'on peut considérer comme étant une ligne éditoriale d'ici ou de là. Donc, c'est clair que les différents organes de presse ne vont pas traiter exactement de la même manière ce qui va se passer. Il incombe aux journalistes de rester neutres face au débat électoral en respectant les principes d'équilibre, d'impartialité et d'équité dans le traitement de l'information des différentes coalitions en course. Ce sur quoi j'insiste, c'est quel que soit ce qu'on choisit de mettre en avant, quels que soient les angles de traitement qu'on choisit, c'est de rester professionnel, de respecter les règles d'éthique et de déontologie et de respecter les principes d'équilibre et d'impartialité. Aujourd'hui, quand on est en période de campagne électorale, on ne peut pas décider de couvrir les activités d'une partie de la classe politique et d'ignorer les activités d'une autre partie. Donc c'est cela qui doit être notre attitude. Quoi qu'il en soit, les journalistes ne doivent pas concevoir leur rôle comme celui d'un haut-parleur d'un quelconque parti ou coalition. Que les journalistes ne servent pas de caisse de résonance pour de la propagande dans un sens ou dans un autre, et aussi que les journalistes veillent à ne pas être les relais d'appels ou d'actes ou d'actions qui attisent les tensions. Je pense que c'est cela qui doit être notre rôle, être très vigilant tout en étant très professionnel et rigoureux.
traiter de façon impartiale et équilibrée l'information et de mise à la veille des consultations électorales. Afin que le traitement se fasse convenablement, les acteurs devraient laisser les journalistes faire le travail en toute lucidité, insiste Samba Dialimpa Badji. Merci beaucoup Aïssatou Kane qui a donc réalisé ce sujet sur le traitement de l'information en période de pré-campagne qui a d'ailleurs démarré, je le rappelle, vendredi dernier. Nous recevons donc confraternellement Bamba Kassé, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous êtes le secrétaire général du SYNPICS. Dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, interdit aux médias de relayer les activités relatives à la propagande. Et c'est d'ailleurs normal en temps de scrutin. Mais nous avons aussi vu un communiqué du gouverneur de Dakar rappelant lui-même ses directives. Comment expliquer cela? Merci beaucoup Anouchka. Je suis déjà ravi d'être ton invité. Et je salue tous tes téléspectateurs. Alors, le pourquoi du comment de ce communiqué additionnel du gouverneur de Dakar, je ne saurais y répondre. Je ne connais pas la motivation. Ce que je sais, c'est que en tant que professionnels des médias, nous, ce qui nous importe, c'est le communiqué du CNRA, puisque jusqu'au moment où on parle, le CNRA, c'est l'organe de régulation. Oui. Le CNRA n'interdit pas, le CNRA rappelle les règles qui sont actuellement en vigueur au Sénégal. Ces règles distinguent deux périodes. La période dite de pré-campagne, c'est la période, c'est les 15 jours avant la campagne électorale. Et puis ensuite, il y aura la campagne électorale. Alors pourquoi? Il faut se faire un peu d'historique. Ce qui se passait d'habitude, c'est qu'il y a plusieurs années, cette période dite de pré-campagne était mise à profit par le pouvoir sous le joug ou sous le prétexte de faire des tournées économiques et autres pour aller vers les populations. Et les médias publics particulièrement étaient tenus de couvrir ces activités-là. Donc on avait de l'activité institutionnelle, mais en réalité politique, qui participait un peu à faire la propagande, à faire le bilan, à démontrer aux populations ce que le parti au pouvoir avait déjà réalisé, afin peut-être de les pousser à voter pour le parti au pouvoir. Donc il faut dire que c'est une revendication de l'opposition de l'époque qui demandait qu'il y ait un distinguo, c'est-à-dire qu'avant qu'on en arrive à la période dite réellement de campagne électorale, que quelques jours avant, qu'il puisse être interdit aux médias de faire de la propagande. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que cette disposition sera toujours pertinente, dans la mesure où aujourd'hui, il est évident que le microcosme médiatique a très largement évolué. Les partis politiques, les coalitions de partis politiques n'ont pas forcément besoin des médias classiques pour faire leur propagande. Ils mettent eux-mêmes en place des médias. Même si ce ne sont pas des entreprises de presse, ce sont des médias. Non régulés. Ils ont tous des pages YouTube, des pages Facebook, etc. On va voir comment est-ce que le CNRA va gérer tout ça. Donc ce n'est plus pertinent selon vous? Je pense que ce n'est plus actuel. Je pense qu'il faudrait peut-être trouver un autre moyen d'assurer l'équilibre. Sur le fond, c'est une très bonne disposition parce qu'elle tend à faire en sorte que les différents acteurs soient mis sur le même pied d'égalité. Mais dans la réalité aujourd'hui, bon, ok, si E-Media, GFM, les grands groupes classiques, RTS, etc., se respectent cette disposition du CNRA et que les partis eux-mêmes, via leur réseau et leur plateforme de communication, essayer quand même de faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des failles. Et justement, par rapport à cela, on sait que c'est assez tendu actuellement entre les deux grandes coalitions, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar et la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Est-ce que vous pensez qu'il sera facile à ces médias justement de respecter le juste milieu pour éviter de verser dans la propagande? Les médias dits professionnels, oui, c'est une obligation morale pour ces médias-là, une obligation professionnelle pour eux d'assurer l'équilibre. De toutes les façons, l'organe de régulation, justement son travail, durant la période dite de campagne, sera de veiller à ce que cet équilibre-là soit réel. Et j'espère que l'organe sera aussi intransigeant par rapport aux médias privés qu'aux médias publics. Parce que la plupart du temps, les remontrances de l'organe, ça il faut s'en désoler, ne visent pas le média public. Or, on le sait tous, il y a une télévision et une radio publique.
Maintenant, pour ce qui est, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile dans notre secteur de distinguer entre les médias dits professionnels et les médias dits non professionnels. Pour les médias professionnels, ça ne devrait poser aucun problème. Il n'y a pas que ces deux grandes coalitions. Il y a d'autres coalitions. Oui, il y aura 8 listes, je pense. Mais la tension, c'est plutôt entre ces deux. Oui, il y a une forte tension. Et d'ailleurs, si vous avez bien observé, sur les 3 dernières semaines, ces deux coalitions ont très fortement sollicité les médias. Exactement. À travers des conférences de presse, des déclarations de presse. Manifestation contre manifestation. Des déclarations de presse, un modèle et un genre qui est tout à fait nouveau au Sénégal, qui, à mon avis, même je me demande à quoi ça sert, etc. Ils ont amené les médias à les couvrir. Argument contre argument, idée contre idée, manifestation contre manifestation. Donc, il faut dire, donc, oui, ce sera un peu difficile, mais ce qu'on a constaté jusqu'ici, c'est que quand même, la plupart des médias ont été dans l'équilibre. C'est-à-dire, ils ont donné la parole à Yewwi Askan Wi Wallu quand ceux-là, on les ont sollicités. Ils ont donné également la parole à la coalition du pouvoir, Benno Bokk Yakaar, quand celle-ci les a sollicités. Donc ça, c'est pour les médias professionnels. Maintenant, il y a des médias dits hybrides qui sont quand même dans la place, qu'on ne peut pas qualifier, qui, eux, sont d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le travail du régulateur. Conformément au dispositif de la loi électorale, est-ce qu'on peut s'attendre à une annulation probable de la manifestation de l'opposition prévue vendredi prochain, où il n'y aura pas forcément d'impact? Écoutez, ça, il y a un débat actuellement. Oui. Ce qui est clair, c'est que déjà, je pense que le parti au pouvoir, la coalition au pouvoir, qui voulait manifester mercredi, a sorti un communiqué tout à l'heure pour dire, selon sa lecture, qu'elle se conforme à cet arrêté du gouverneur de Dakar. Certainement que dans leur compréhension, l'arrêté du gouverneur interdit tout rassemblement. Mais d'autres te disent, non, l'arrêté du gouverneur interdit la reprise ou la couverture, mais ne peut pas interdire la tenue d'activités politiques. Toujours est-il que ce qui doit nous concerner, c'est que ces élections ne sont ni les premières ni les dernières au Sénégal. Oui, absolument. Ce qui se faisait avant doit continuer à se faire, dès lors que c'est en conformité avec la loi. Maintenant, après, on verra. On va observer. Nous sommes des journalistes, nous renseignerons et nous informerons de l'évolution de cette situation par rapport à ces demandes de manifestation. Et nous allons ouvrir une brèche justement par rapport à ces manifestations. Mercredi dernier, lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi, des journalistes ont été victimes d'agressions verbales. Parfois, c'est physique, ça dépend des manifestations. Vous êtes le secrétaire général du SYNPICS, et comment est-ce que le SYNPICS justement appréhende tout ça, ces attaques récurrentes? Mais écoutez, c'est assez inquiétant qu'on en arrive à des agressions physiques. Les agressions verbales, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, dans certains discours, notamment irresponsables, venant de leaders politiques, on a essayé de casser l'unité des médias en qualifiant certains médias de professionnels et en qualifiant d'autres médias de pro ou d'anti. Et je pense que c'est de là qu'est né le problème. Il faut toucher du doigt la source du problème. La source du problème, c'est que pendant les 4 dernières années, de façon récurrente, on a pointé du doigt certains médias et on les a qualifiés. Au point que, dans la tête de certains Sénégalais, malheureusement, parce que la foule, on dit que la foule n'est jamais intelligente, dans la tête de certains Sénégalais, donc certains médias étaient à abattre. Donc c'est parti du discours politique. Mais effectivement, la preuve, il y a 1 an derrière, quand il y a eu des tensions dans ce pays, pour la première fois, il y a eu des manifestations de mars 2021. Efforts d'attaque coordonnée des médias. À la limite, on se demande quel est le projet derrière. Est-ce que le projet, c'est de faire peur aux journalistes qu'on qualifie d'anti, au point qu'ils ne feront plus le travail qu'ils faisaient? Ou est-ce que le projet, c'est de les titiller au point qu'après, ils vont
être obligés de se retenir, de ne pas d'aller jusqu'au bout de leur logique journalistique. Dans tous les deux cas, ça a été condamné. Et, dans tous les deux cas également, parce que ce n'est pas que ce mercredi-là, il faut aussi dire que bien auparavant, une journaliste a été bousculée dans une réunion de Benno Bokk Yakaar, que ce jour-là même, où il y a eu des heures au niveau de la place de l'Obélisque, une de vos consoeurs également a fait l'objet d'agression dans l'autre camp. Après, on a des excuses publiques. Oui, après, on condamne, mais qu'est-ce qui suit? Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'impasse. Parce que si le journaliste lui-même, qui est l'objet de ces agressions, se contente, ou en tout cas lui et sa rédaction, ou lui et sa direction disent, ouais, écoute, bon, il y a des excuses, donc bon, ça va, on passe à autre chose. Ben, c'est leur responsabilité, mais il faut qu'ils sachent que, ce faisant, ils empêchent le SYNPICS d'agir. Parce que nous, on ne peut pas nous lever et agir, on ne peut être que partie civile. Mais si par contre, ils vont jusqu'au bout de la logique, ça permettra non pas de sanctionner les Sénégalais, parce que ce n'est pas l'objectif, mais ça pourrait permettre d'anticiper sur le désir d'autres Sénégalais de les imiter. Comment? Mais parce que si des procédures judiciaires sont ouvertes contre des agresseurs, et que sur la place publique, on sache que ces personnes sont poursuivies aujourd'hui parce qu'ils s'étaient pris à un journaliste, cela va dissuader d'autres Sénégalais de faire la même chose. Mais si à chaque fois, le SYNPICS condamne, fait un communiqué, l'affiche ou nos autres entités affiliées, auxquelles on est affilié condamnent, mais que derrière, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, il ne faut pas exclure que cela puisse se refaire. Est-ce que cela ne contribue pas quelque part à faire régresser le Sénégal en matière de liberté de la presse? On sait que notre pays a quand même régressé un peu ces dernières années. Est-ce que ce facteur est à prendre en compte également? C'est les actes qui, malheureusement, contribuent à nous faire chuter. Ce n'est pas les seuls actes, parce que bon, la liberté de la presse s'apprécie à l'aune de plusieurs critères, mais les agressions que subissent les journalistes, que cela soit de la part des forces de l'ordre ou de la part de simples militants politiques, les agressions verbales, surtout les menaces et autres qui sont proférées souvent par des responsables politiques, tout cela effectivement contribue à nous faire descendre dans le classement et à faire que le Sénégal est maintenant de plus en plus pointé du doigt comme étant un pays qui ne respecte pas trop la liberté de la presse. Et est-ce que le SYNPICS réfléchit dans ce contexte tendu particulier, réfléchit quand même à comment assurer une sécurité pour les reporters sur le terrain? Mais écoutez, la sécurité totale, 100%, ça n'existe pas. Ça, il faut aussi qu'on le sache. Il faut qu'on sache que lorsqu'on a pris sur nous de pratiquer ce métier-là, on a choisi délibérément de se mettre en phase de risque. Donc, notre mission, c'est d'informer la population. Et bon, malheureusement, parfois, il y a des contraintes dans l'accès à cette information-là. Maintenant, qu'est-ce que le SYNPICS peut faire? Le SYNPICS a un programme habituel de prévention pour dire aux journalistes, voici comment il faut se comporter dans tel contexte ou dans tel autre. Le SYNPICS met très souvent, durant ces élections-là, en service un numéro vert pour qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, que les gens puissent l'informer. Mais également, je pense que pour cette fois-ci, l'alerte est à un niveau assez élevé, ce qui fait que nous avons saisi la CFJ, qui est donc notre entité, qui est une entité de protection des journalistes qui est aux États-Unis. La CPJ plutôt, nous avons Committee to Protect Journalists. Nous avons saisi également la FIJ, la Fédération internationale des journalistes. Nous avons saisi la FAJ. Tout ça, c'est dans le but de bénéficier de leur expertise, mais surtout de leur dire d'être en veille en même temps que nous. Parce que parfois, il est difficile,
ici au Sénégal d'ouvrir des procédures judiciaires, Oui. mais à l'international c'est très facile. Ça, il faut aussi que les pyromanes là, ceux-là qui souvent pointent du doigt les journalistes et appellent insidieusement leurs militants à casser des journalistes, il faut qu'ils sachent que nous aussi à l'international nous avons des ressorts qui peuvent leur faire très très mal si jamais ils ne cessent pas. Et donc, la responsabilité des hommes politiques est vivement engagée. Hommes politiques et hommes d'influence, parce que ce ne sont pas que des politiques malheureusement. Nous voyons très souvent des gens qui sont dans un état d'esprit assez belliqueux, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il explique, parce que vous n'êtes pas content d'une ligne éditoriale ou d'une ligne de production d'une télévision, mais vous avez votre télécommande, zappez, passez à autre chose. Mais vous ne pouvez pas vouloir par la force assujettir des médias à votre plan politique. Vous comprenez un peu? Et de plus en plus, c'est difficile parce que sur une certaine période, j'avais remarqué que les journalistes, surtout les reporters, ils suivaient, peut-être parce qu'ils avaient peur, mais de plus en plus, ils se rebiffent. Et c'est ça justement qui est dangereux pour eux. Parce que quand les gens vont se rebiffer assez, mais il n'y aura plus cette réserve-là qui les poussait à être plus objectifs ou plus honnêtes. Oui. Donc si vous poussez la personne jusqu'au pied du mur, elle se rebiffe. Et donc il faudrait peut-être, même pour leur propre intérêt, parce que d'autant plus qu'ils te disent, maintenant on n'a plus besoin de médias, nous avons nos propres plateformes. Les réseaux sociaux. Puisque tu as tes réseaux sociaux, tu as tes propres plateformes, tu n'as plus besoin donc de pointer du doigt des médias. Et surtout que les accusations sont de très fausses accusations. Moi, je ne connais pas ici un média. Maintenant, des journalistes ou des animateurs qui ont une tendance dans un sens ou dans un autre, ça peut arriver. Mais un média qui s'affiche de façon claire pour dire que je suis pro telle structure ou telle entité politique, ou je suis anti telle structure ou telle entité politique, je n'en connais pas. Il y en a pas. Merci beaucoup en tout cas, Bamba Kassé. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SYNPICS. On enchaîne tout de suite avec Point Écho. La tension sur les hydrocarbures se traduit également par une hausse du prix de l'essence. Super. Le litre est passé de 755 à 890 francs. À l'origine, faut-il le rappeler, la crise économique engendrée elle-même par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les prévisions ne sont pas du tout rassurantes. Si cette situation persiste, professeur Moustapha Kassé n'écarte pas une augmentation des prix dans d'autres secteurs. Il a accordé un entretien à Mme Abdougaye Kassé. Le Sénégal a du pétrole et du gaz, mais devra attendre jusqu'en fin 2023 pour voir les tout premiers barils sortir de terre. En attendant, il est un grand importateur. La facture est salée. Elle s'élève à près de 400 milliards de francs CFA, révèle cet économiste émérite. Dans la situation actuelle, nous sommes des importateurs d'hydrocarbures nets. Et si nous regardons notre balance commerciale, ça nous coûte parfois jusqu'à 400 milliards de francs CFA, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, je dis toujours, nous avons deux factures qui sont trop importantes pour nous, la facture pétrolière et la facture alimentaire. Les deux, ça nous mange une bonne partie de notre budget. Le Sénégal, comme sur le fil du rasoir, peut basculer vers une hausse généralisée des prix conditionnée par celle du supercarburant. Malgré tout, la taxe pétrolière sur l'essence va amener en fait une flambée des prix à beaucoup de niveaux. Parce que en fait, vous avez une succession d'impacts sur des secteurs qui vont entraîner des accroissements de prix, lesquels précisément vont détériorer complètement le pouvoir d'achat des populations. C'est ça ce qui est important. Dans un peu plus d'un an, le Sénégal va intégrer le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz. Mais attention, ce n'est pas gagné d'avance. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion redoute que ces énergies fossiles ne connaissent le même sort que les dérivés des autres secteurs extractifs. De toute manière, il faut faire en sorte qu'une fois encore, cette matière première ne nous échappe pas et que nous puissions en profiter pour avoir une bonne rente qui nous permette de financer et d'améliorer le pouvoir d'achat des populations. C'est une chance inouïe. Si nous la ratons maintenant, je suis persuadé que le Sénégal va vivre des
situation extrêmement compliquée. Accroissement de la pauvreté, accroissement des inégalités, accroissement des précarités, difficulté de paiement de l'État. Alors tout ça ensemble risque de faire, si vous voulez, un panier explosif. Pour notre interlocuteur, la malédiction du pétrole dont on parle n'existe pas. Ce qui existe par contre, selon lui, c'est la malédiction des élites africaines qui bradent les ressources naturelles en signant des contrats désavantageux et léonins avec des multinationales plus puissantes que les États qu'ils administrent. Merci Mme Abdou-Gay-Kassé qui a donc annoncé les couleurs de Coin Éco. L'inflation mondiale est sur toutes les lèvres. Les prévisions de hausse s'ajustent encore en raison des incertitudes qui planent sur les marchés. Bonsoir Mamadou Diaye. Bonsoir Adama. Et vous recevez ce soir Mor Gassama, économiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et c'est à vous. Oui, professeur Gassama est un habitué donc, du plateau. Donc professeur, merci beaucoup et surtout pour votre disponibilité et les téléspectateurs vous connaissent. Alors, Adam l'a dit dans le propos, l'inflation a une caractéristique mondiale aujourd'hui, puisque tous les pays, toutes les nations et je veux dire toutes les places financières ne parlent que de ça, c'est-à-dire de la hausse généralisée des prix, adossée maintenant à la hausse du baril, qui est lui complètement aléatoire. Est-ce que cette hausse généralisée, d'après vos propres informations et vos renseignements, est une situation inéluctable? Bonsoir à vos téléspectateurs. Mamoudou, vous savez, lorsque il y a une telle situation, il faudrait d'abord analyser. Donc, de manière générale, lorsqu'on parle d'inflation, on peut définir comme étant une hausse générale et durable du niveau général des prix. L'inflation a des causes. Il y a ce qu'on appelle les causes dues au déséquilibre de l'économie ou encore les causes dues à un déséquilibre monétaire. Dans une telle situation, en tout cas, ce que nous avons constaté, c'est qu'avec les perturbations qu'on a depuis vraiment la crise russo-ukrainienne, on a vu que les choses se sont accélérées. Mais bien avant cela, on sentait déjà venir les choses. Parce que vous ne pouvez pas ignorer que 2 ou 3 mois avant, il y avait encore cette tension sur les prix même du blé, avec les efforts exceptionnels consentis par le gouvernement du Sénégal en décidant de renoncer à 47 milliards de taxes afin que la hausse du prix du pain ne dépasse pas les 175 francs, parce que sinon ça devait aller même jusqu'à 223 francs. Quelque temps après, il y a aussi cet effort supplémentaire fait par le gouvernement sénégalais pour renoncer encore à 50 milliards de taxes sur le sucre, le riz et l'huile, pour encore essayer de limiter un tout peu. Cela montre encore une fois que c'est une conjoncture internationale. Maintenant, la crise russo-ukrainienne est venue pour aggraver la situation, parce que là, vu qu'il y a un blocus sur quelques ports, ça veut dire que le transport des marchandises devient un peu plus compliqué. On note également flambée même du baril du pétrole, parce que tout juste avant l'éclatement de cette crise, le baril tournait autour de $113. 2 semaines après, pratiquement, ça a atteint les $100 et c'est allé jusqu'à dépasser les $120. Si vraiment vous prenez en compte toutes ces choses-là, on se dit que vraiment c'était quand même inéluctable. Alors, a-t-on idée de que cette perspective, quand elle se dessine, elle peut quand même être réversible? En tout cas, lorsqu'il y a de la tension ou des risques de guerre, dans la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose qui est favorable au marché. Donc, du coup, il faudrait chercher un peu à calmer les choses, le marché, essayer un peu de décrisper la situation. Si tel n'est pas le cas, forcément, ça crée de la tension et ça entraîne une augmentation des prix. Surtout que parfois même lorsque une telle chose est annoncée, on sent que même les consommateurs ont l'habitude de changer ont souvent l'habitude de changer leur manière de faire. Résultat, lorsque une telle chose est annoncée, les gens ont tendance à s'approvisionner davantage, ce qui accélère aussi le processus même de déficit et au-delà entraîne aussi une tension sur les prix. Okay. Les simulations de hausse ont été sur toutes les coutures, chez les pouvoirs publics, chez les consommateurs, comme vous venez de le dire, mais en même temps aussi dans les entreprises, chez les prévisionnistes.
Mais est-ce qu'on peut se dire que maintenant, avec cette nouvelle conjoncture, c'est véritablement la vérité des prix, hein, si je vous permets cette répétition? Non, jusqu'à présent, il faut reconnaître que l'État du Sénégal est en train de consentir des efforts exceptionnels. Et je pense également qu'on peut dire qu'il est en train de jouer son rôle naturellement. Mais lorsqu'on se dirige aussi vers des élections, on voit nettement que les pouvoirs publics se mobilisent davantage pour essayer de bloquer vraiment l'évolution des prix. Tout cela, c'est pour essayer un peu d'éviter tout ce qui pourrait fâcher l'électorat. Autrement dit, on est vraiment dans une phase de séduction de l'électorat. Tout ce qui peut fâcher l'électorat et entraîner en tout cas un vote négatif pour le pouvoir, ils cherchent à l'éviter. Voilà, cela dit, les pouvoirs publics sont en train de consentir donc des efforts. On a vu même avec la loi de finances rectificative d'autres efforts supplémentaires pour encore continuer à subventionner. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une solution durable. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on est obligé encore d'essayer, tant soit peu, d'appliquer donc la réalité prix. Voilà. Mais nous avons tous suivi justement le vote du budget, notamment ces dernières sessions, y compris peut-être la loi de finances rectificative, que vous suivez plus que nous d'ailleurs, hein, parce que c'est votre centre d'intérêt. Peut-on avoir le sentiment effectivement que le plafond de verre est atteint, que finalement le gouvernement a tout essayé mais qu'il n'y peut rien? En tout cas, je pense qu'il nous reste encore quelques leviers, hein, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il se dirige vers une période extrêmement sensible, parce qu'il faut le reconnaître. La vocation de tout gouvernement, c'est de rester toujours au pouvoir. Donc, il y a ce qu'on appelle le souci de réélection. Lorsque ce souci-là anime les dirigeants, ils sont obligés de consentir encore des efforts supplémentaires. Voilà. Mais quand ils tablent quand même sur un baril à $75, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors qu'on a vu justement le baril aller jusqu'à $137 au jour d'aujourd'hui. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est la crise qui a précipité les choses. Et je peux vous assurer que ceux qui l'ont fait ne sont pas les seuls à se tromper. Même avec cette crise, on ne pense pas que ça allait durer autant. Vous avez vu les efforts ou encore le soutien que les Occidentaux apportent donc, à l'Ukraine, ça fait que donc, la crise commence encore à perdurer. Mais sinon, ça devrait même pouvoir se régler en quelques semaines. Maintenant, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami qui travaille dans une grande entreprise française, qui me parlait de leurs prévisions. Et du coup, avec cette crise, ils sont obligés même de réajuster à hauteur de presque 40 millions d'euros, etc. C'est une entreprise seulement pour vous montrer les efforts fournis par les uns et les autres. Maintenant, avec l'État, c'est un peu différent. Parce que l'État, sa vocation principale, c'est d'améliorer le bien-être de la population. Avec tout acte qu'il pose, s'il pense que ça peut participer à améliorer le bien-être de la population, il est obligé de faire ces efforts-là. Voilà. Après, maintenant, il faudrait relativiser après certains efforts. Parce que tous les efforts, pour moi, doivent être concentrés sur vraiment les prix des denrées de première nécessité. Voilà. Ce n'est pas mal de qu'on ait toujours augmenté les salaires des uns et des autres. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des salaires. Ça veut dire que si vous voulez toucher le maximum de population, il faut aller là où vous êtes sûr de pouvoir toucher le maximum, et c'est avec les denrées de première nécessité. Alors, il semble, selon une information que nous avions, mais que nous avions mis du temps à vérifier, Madame Sophie Gladima avait sur sa table plusieurs simulations de prix. Et toutes ces simulations, justement, se caractérisaient justement par une hausse généralisée des prix selon tous les scénarios. Mais elle a mis sous le boisseau, effectivement, ces simulations, simplement parce que, elle comprenait aussi peut-être ses avatars politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement peut encore débloquer des crédits additifs, ne serait-ce que pour peut-être permettre de soulager un peu les populations davantage qu'elles ne le faisaient? Moi, je reste persuadé que quel que soit ce qui va se passer, il fera l'effort pour essayer de contenir le maximum possible. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'après les élections, ils soient animés par la même volonté. Parce que là, après, il y a ce qu'on appelle la réalité économique qui reprend le dessus sur la réalité politique. Mais pour l'instant, je pense que cette rationalité vraiment politique prend le dessus. Et du coup, à chaque fois qu'il a la possibilité, il n'hésitera pas. Voilà. D'ici juillet, je pense que ça va être extrêmement difficile toujours d'appliquer la règle des prix. En tout cas, il va falloir continuer à subventionner, même s'il faudrait encore emprunter sur le marché, il fera encore ces efforts-là. Après, il y a quelque chose qui pose problème. Parce que sur certains denrées, on voit que le gouvernement est en train de consentir de gros efforts.
malheureusement, ce n'est pas consenti par le consommateur final. Alors que l'objectif, c'est d'alléger les souffrances du plus grand nombre. C'est surtout que ces efforts-là soient ressentis au niveau du panier de la ménagère, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème encore d'organisation. Mais professeur, il y a quand même aussi la restriction du champ des possibles. Le prix du baril et les prix des produits pétroliers ne dépendent pas du gouvernement qui n'est pas encore justement un pays pétrolier. Si bien donc, quand on ne maîtrise pas justement ces deux variables d'ajustement, on ne peut pas agir, ne serait-ce que pour infléchir un peu le cours des choses. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, selon l'économiste que vous êtes, pour ne serait-ce qu'au moins atténuer les effets spéculatifs donc liés à la vérité qui s'applique justement au prix des hydrocarbures? Oui, pour l'instant, je pense que ça fait partie des leviers à sa disposition. C'est de faire vraiment d'enlever certaines taxes pour permettre en tout cas aux grossistes d'acheter moins cher et de pouvoir vendre aux demi-grossistes moins cher, eux aussi à leur tour de pouvoir mettre le produit à la disposition donc, des consommateurs à un coût raisonnable. Voilà. Maintenant, ça c'est une solution vraiment conjoncturelle. Le plus important c'est de raisonner sur vraiment le long terme, donc prendre sur une solution donc, structurelle. Et dans ce cas, parlant surtout des denrées de première nécessité, il faudrait, je pense que continuer à fournir des efforts pour l'atteinte de ce qu'on appelle de l'autosuffisance alimentaire. Nous devons vraiment beaucoup travailler pour notre souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important. Et la crise Covid, comme cette crise russo-ukrainienne, le montre. Le pétrole et le gaz sont-ils des produits incontournables? L'économie ne peut dépendre que de ces deux ressources. On ne peut pas peut-être inventorier d'autres ressources qui nous mettraient un peu quand même à l'abri de ces retournements de situation. On en a besoin fortement d'ailleurs. Après, il y a toujours des ressources qui existent, ce qu'on appelle parfois des ressources, donc des énergies propres, mais qui n'ont pas encore ce poids donc, du pétrole et du gaz. On a vu aussi l'énergie nucléaire, mais déjà la construction d'une centrale prend énormément de temps. Il faudrait au moins une quinzaine d'années ou plus. Ce qui fait que même si vous voulez le faire, la solution n'est pas immédiate. Ce n'est même pas dans les 10 ans, etc. Donc ça veut dire que pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore de solution alternative. Alors en 2023, il a annoncé le premier baril sénégalais extrait justement de notre sous-sol, notamment en haute mer. Qu'est-ce qui peut se présenter comme scénario? C'est la fin du calvaire, par exemple? Ça ne se déclenche pas automatiquement. Du tout. Il faudrait vraiment savoir raison garder. Et pour moi, il faudrait surtout penser d'abord à une bonne utilisation des ressources. Même si après j'ai vu quelques concertations organisées par le président de la République, ce qui est de son droit. Mais moi, par exemple, je n'ai pas été séduit par la formule. Parce que dérouler, ensuite inviter les gens à échanger sur quelque chose alors que vous avez déjà déroulé, je pense que ça, ce n'est pas le meilleur schéma. Le meilleur schéma aurait été vraiment d'abord d'informer les gens, de recevoir leurs propositions, ensuite de venir échanger et choisir les meilleurs. Tout à fait. Voilà, on avait l'impression qu'on invitait juste les gens pour les faire avaler une décision, pour avoir leur caution seulement. Voilà, explication très simple mais très claire aussi. Merci professeur Gassama pour cette énième présence justement sur notre plateau avec justement toujours la même disponibilité d'esprit. Merci Mamadou. Merci également à votre invité, professeur Mor Gassama. On enchaîne. Nous allons observer une petite pause, le temps de laisser à la rédaction vous donner les infos de ce dimanche. Le bulletin vous sera présenté dans quelques instants à 19h45 par Cheikh Hassan Fall et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de la Totale Dimanche, Bouillon Culture présent la place des cultures urbaines dans le milieu des arts. Ce n'est pas gagné d'avance vu la considération encore faible qui leur est consacrée. Beaucoup d'acquis certes, mais les défis sont toujours énormes. Bouillon Culture avec Boubacar Dian et Augustin Mandan. Par cultures urbaines, on entend tous les procédés artistiques, sportifs et culturels qui émanent de l'espace urbain. La grande partie de ces cultures urbaines est composée du hip-hop. Néanmoins,
Pour ce qui est de leur acceptabilité dans la sphère des arts, il y a encore du chemin à parcourir. Maintenant, pour les arts, je pense que l'exemple le plus marquant, c'est les graffeurs et l'art visuel. Si vous regardez la Biennale des Arts, il n'y a pas encore cette jonction entre les deux mouvements. Je pense qu'il y a certaines frontières qu'il faut casser parce que maintenant, il y a la segmentation de l'art, ce n'est plus à la mode. Les gens veulent travailler ensemble, fusionner leurs œuvres et créer de nouvelles esthétiques. Et ça, c'est très intéressant aussi. Un pays comme le Sénégal, je pense qu'on peut tout mélanger à un moment donné parce que les gens veulent travailler ensemble. Souvent, il y a eu des résidences entre des graffeurs et des artistes visuels, mais ce n'est pas trop poussé d'un point de vue esthétique. Voilà, j'ai l'impression que les gens, chacun garde son truc et ne veut pas se ressembler à l'autre, alors qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut plus ou moins aller de l'avant, aller à la quête de l'autre. Ça, c'est le domaine de la graffiti et de l'art visuel. Concernant le domaine de la musique, ça ne décolle pas du tout. Au niveau de la musique, c'est encore plus timide. Bon, il y a eu par exemple des featuring entre des rappeurs, des artistes mais voilà, c'était juste une façon d'avoir un grand public ou l'inverse, d'être accepté par l'autre aussi. Parce que si vous posez la question à la nouvelle génération, est-ce que le rap est devenu un ballad? C'est eux-mêmes qui disent que c'est les baladman qui doivent copier le rap, qui s'habillent comme les rappeurs. La musique qu'ils produisent, si vous sentez bien, c'est plus du ballad, c'est plus urbain. Donc du coup, je pense qu'il y a ce brassage culturel et artistique qui est bien aussi, ça peut créer un déclic, peut-être ça peut amener aussi un renouveau dans la musique sénégalaise ou bien dans la culture sénégalaise. La seule bonne note dans l'acceptabilité des cultures urbaines dans le milieu des arts, c'est ce centre dédié aux cultures urbaines. Ici encore, c'est très tolérant, mais je donne juste un exemple très simple. La maison des cultures urbaines est un département de la ville de Dakar. Dans la réflexion de la municipalité, l'idée c'est de faire des grands pôles, pôle musique, pôle danse, pôle théâtre, vraiment des arts majeurs. Mais les cultures urbaines étaient considérées comme un art mineur sous la musique. Mais aujourd'hui, par la force des choses, de leur détermination, eux-mêmes sont devenus un pôle majeur. Il n'y a pas de pôle musique encore dans la ville, mais il y a un pôle culture urbaine. Et ça veut dire beaucoup de choses que ces gens-là sont des gens très dynamiques, ils ont compris comment ça fonctionne. Les cultures urbaines ont été d'un grand apport dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. À travers des tubes de sensibilisation et des graffitis, les artistes ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils continuent dans cette dynamique à chaque fois que de besoin. Et il est avec nous, comme toujours, sur ce plateau, Boubacar Jean. Bonsoir, Boubacar. Bonsoir, Adama. Alors, il est donc clair qu'il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à faire ou bien à refaire même. Mais ces choses-là, ça concerne surtout l'aspect professionnel. Donc, il faut professionnaliser les acteurs de ces arts visuels-là. Mais aussi, il y a le fait qu'il faut équiper, mais aussi créer des espaces de création culturelle. Donc ces espaces-là qui existent déjà il y en a peu qui sont là actuellement, mais il faudrait les équiper pour que ces espaces-là soient aux normes. Mais bon, il y a une chose qui est claire chez ces gens-là, ils se disent que rien ne s'offre, tout s'acquiert. Voilà, donc il faut aller chercher la chose, il faut prendre la parole pour faire des œuvres qui sont appréciées de tous, pour que les autorités qui sont là puissent faire quelque chose comme ce centre ou bien cette maison des cultures urbaines qui est installée à Ouakam. Il porte même le plaidoyer. Oui. Au-delà du monde des arts, est-ce que ces cultures urbaines sont suffisamment intégrées dans la société sénégalaise? Je répondrai par oui, parce que depuis pas mal de temps, depuis quelques décennies, les gens commencent à les accepter. Je donne un exemple concernant le rap ou bien même le hip-hop. D'habitude, on voyait des rappeurs qui portent de gros pantalons, de grands boubous, des casquettes, des chaînes, tout ça. Et c'était pour ressembler... Le style jump, quoi. Effectivement, pour ressembler aux Américains. Voilà, qui étaient leurs idoles donc, au départ. Mais depuis pas mal de temps, ils commencent à rapper en Wolof, en Pulaar, en Serer. Et ça fait que les gens commencent à les accepter, à comprendre les messages. Le style vestimentaire a également changé. Effectivement, a changé. Mais portent même des boubous traditionnels pour rapper. Donc tout a changé, les gens acceptent. Donc, et là, ils commencent à avancer, à se faire accepter et à même faire partie de la société. Parce que d'habitude, moi, j'entendais des gens dire que jamais mon fils ne sera rappeur. Ou bien jamais mon fils ne fera cet art-là. Mais depuis quelques années maintenant, c'est révolu. Changement de mentalité. Effectivement, tout a changé.
Merci. Merci Boubacar pour ce sujet tout aussi intéressant et on se donne rendez-vous dans une semaine. Inch'Allah. Merci. Et on enchaîne avec le sujet écolo. Le jardinage suscite des passions. À la rencontre de passionnés justement, mais leur amour pour les plantes se heurte très souvent à l'accès difficile. À l'eau comme alternative au pluriel, ces jardiniers creusent des puits et déploient d'autres moyens pour récupérer cette eau. Ami Diouf et Sidignan en ont rencontré quelques-uns pour notre sujet écolo de ce soir. Ce jardin sur la corniche de Dakar ne passe pas inaperçu. Son attractivité, il le doit particulièrement à un homme. Ici, Demba Diom plante toutes sortes de fleurs. Mais derrière cette magnifique verdure se cachent d'énormes difficultés, parmi lesquelles le manque d'eau pour assurer l'arrosage. Presque 27 ans, J'ai fait 27 ans dans ce métier. Le jardinage est un travail très rentable. C'est notre gagne-pain. Mais nous sommes confrontés à d'énormes difficultés, surtout pour l'arrosage de nos plantes. Pour assurer la survie de ces plantes, ce jardinier trouve le liquide précieux dans ce puits, sauf qu'il est obligé de puiser de plus en plus pour avoir de l'eau avec l'aide d'un groupe électrogène, un moyen que ses autres collègues n'ont pas. L'eau est à la base du jardinage. Vu que nous n'en avons pas suffisamment, j'ai décidé de chercher un groupe électrogène pour installer une pompe qui sera alimentée par ce puits. Nous avons différentes plantes avec chacune ses qualités. Ainsi, nous avons des plantes désertiques. Elles ne consomment pas beaucoup d'eau, contrairement aux plantes aquatiques et autres. Et les moyens déployés pour avoir de l'eau impactent leur chiffre d'affaires. Tout le temps, presque. Chaque 10 jours, je consomme plus de 8000 francs d'essence pour alimenter le groupe électrogène. Le robinet ne peut plus assurer l'arrosage. La preuve, nos collègues qui sont à Saint-Lazare, leurs plantes tardent à se développer parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'eau à cause des coupures. Ce métier est à la fois passionnant et lucratif, mais les acteurs réclament un accompagnement de la part de l'État. Selon Demba, l'électricité fera l'affaire pour avoir suffisamment d'eau. Si on avait de l'électricité, cela pourrait faciliter notre travail. Nous avons fait des démarches à la Sénélec, mais nous n'avons jamais eu de retour. C'est désolant. Ils sont souvent jeunes et amoureux de cette nature généreuse. Cependant, ces défenseurs de l'environnement rencontrent d'énormes difficultés pour rendre la ville encore plus belle, plus agréable, mais surtout verte. Alors, les candidats au baccalauréat face au soubresaut dans l'année scolaire, des grèves chaque année, le schéma se dessine tous les ans. Il se retrouve souvent entre le marteau et l'enclume. Entendez là les différends entre l'État et les syndicats d'enseignants. Et nous avons rencontré une candidate au baccalauréat cette année. Avec ses camarades, Tiané a formé un groupe de travail pour mieux préparer l'examen. Mamadou Sy et Augustin Mandon, reportage. Elle fait partie des candidates au baccalauréat cette année qui ont subi les conséquences de la Covid-19 lorsqu'elle était en seconde. Elle n'a pas non plus échappé aux grèves en classe de première. Tiané Diop Mboup ne cache pas ses inquiétudes. En terminale, les conséquences de ces événements se sont manifestées. Ça nous a beaucoup handicapés parce que on n'a pas pu terminer tout notre programme. Pendant notre premier semestre, on a vu que le niveau, ça a resté. Et en plus, comme on n'a pas pu terminer notre programme, il y a eu beaucoup de lacunes. On est inquiet. On faisait des cours de renforcement. Elle n'est pourtant pas la seule dans cette situation. Sa camarade de classe va plus loin et parle même de chance de faire cette année la terminale. Elle n'en revenait pas lorsqu'elle a appris qu'elle était admise en classe supérieure.
Et quand les notes sont sorties, j'étais en Casamance. C'est mon ami qui a vu les résultats. L'année dernière, tous les élèves qui ont passé, je me suis dit que c'est seulement la chance, c'est ça seulement. Parce que l'année dernière, on n'a rien fait. Consciente de son niveau, Tiané n'a pas perdu du temps. Internet, les ouvrages, les travaux en groupe, entre autres, elle et ses camarades n'ont rien ménagé pour combler les lacunes. Surtout le net, Planète Élève. On a pu organiser des groupes de travail, JEDAS et d'autres groupes pour nous renforcer. En plus, on a organisé des groupes de travail par 10 ici à l'école, des cours de renforcement sur mathématiques, sur toutes les matières. Les grèves de cette année ont été aussi une équation pour cette candidate au baccalauréat. En cette fin d'année, certains professeurs ont remis des fiches aux élèves à défaut de pouvoir terminer le programme. Difficile, dit-elle, mais laissez m'avoir pris les devants. On nous a donné des fascicules, des polycopes. C'est dans ce moment où ils nous ont donné des polycopes qu'on a commencé les grèves. Cela va être difficile quand même, parce que entre professeurs et élèves, il y a la complicité. Mais si c'est entre élèves et élèves, c'est beaucoup plus stressant, alors que le professeur, il peut vous guider là, il peut vous expliquer les choses, les dates. Si tu veux quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire des recherches via Internet, il y a tout là-bas. Tiani n'a pour le moment qu'un seul objectif, obtenir le baccalauréat. Elle veut d'ailleurs le faire avec la manière. Je suis prête parce que le temps file en plus. Si on se base, l'explication des professeurs ne suffit pas. Bac plus mention. Et c'est ça le jeu du bac plus mention. Les grèves qui ont rythmé son parcours de lycéenne la poussent à interpeller les autorités sur cette situation. Pour elle, il est important d'assurer une stabilité du système éducatif pour espérer une relève de qualité. L'insécurité dans le transport urbain et interurbain à Kaolack préoccupe les acteurs du secteur. Les malfaiteurs procèdent désormais d'une manière tout de même particulière. Ils endorment les clients grâce à des somnifères. Et dans cette correspondance, Adam Assar et Astombaye nous aident à comprendre. Gare routière Liberté de Kaolack, en cette matinée dominicale, voyageurs et transporteurs vaquent librement à leurs occupations. Cependant, depuis quelque temps, un phénomène attire toutes les attentions. Des malfaiteurs font usage de somnifères pour s'emparer des biens des voyageurs. Selon le vice-président de la gare routière Liberté de Kaolack, le phénomène existe bel et bien. Depuis quelque temps, nous avons constaté des agressions dans le transport public, particulièrement dans le transport urbain et interurbain. En effet, les agresseurs qui utilisent des somnifères pour dépouiller les biens des voyageurs ciblent principalement les jeunes âgés entre 20 et 30 ans et originaires pour la plupart des régions du sud et du nord. Vous savez, ces jeunes-là qui passent plusieurs mois dans des zones comme Richard Toll travaillent dans les rizières et quand ils rentrent souvent, ils viennent avec beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils dépensent sans compter en cours de route, ce qui attire les malfaiteurs qui les suivent. Et une fois à l'intérieur du véhicule, ils font la connaissance de leurs victimes et c'est à partir de cette relation que ces personnes mal intentionnées leur donnent soit du café ou des bonbons. Une fois que la personne devient inconsciente, ils passent à l'action pour lui dépouiller de tous ses biens avant de descendre en cours de route. C'est cela que nous avons constaté ici à la gare routière Liberté de Kaolack. Sur ce, il lance un appel à l'endroit des usagers et des transporteurs. Nous appelons d'abord les acteurs du transport, surtout les chauffeurs et les apprentis, à rester vigilants. Nous leur demandons de sensibiliser les clients
sur ce phénomène. Nous demandons aussi aux usagers, une fois à l'intérieur du véhicule, d'éviter de prendre du café avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est la seule manière d'échapper à ces malfaiteurs. Cette nouvelle arme qu'utilisent les agresseurs dans le transport urbain et interurbain installe la psychose chez les usagers. Notre diplomate ce soir dans la totale dimanche, le journaliste directeur général du groupe Media Invest, Mamadou Ibra Kane, bonsoir. Mamadou Ibra Kane, notre diplomate ce soir, est-ce que vous nous entendez? Je rappelle que nous recevons ce soir dans Diplomatie Mamadou Ibra Kane, journaliste et directeur général du groupe Media Invest. Bonsoir Mamadou. Le temps d'établir le lien entre le journaliste Mamadou Ibra Kane est en ligne. Bonsoir. Bonsoir Adama. Alors, des médias africains ont été conviés cette semaine à Niamey. Vous étiez donc en mission d'évaluation de l'an 1 du président du Niger, Mohamed Bazoum. Mais d'abord, pourquoi il a choisi de convier des médias africains, d'Afrique de l'Ouest notamment, pour dresser le bilan de sa première année au pouvoir? Adama, le président du Niger, Mohamed Bazoum, vous l'avez dit, il vient de boucler sa première année de présidence. Pourquoi il a choisi les médias africains, notamment de la sous-région? Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais accordé d'entretien aux médias étrangers, c'est-à-dire occidentaux et autres, mais il a estimé que cette fois-ci, compte tenu du contexte sous-régional, qu'il était important, en termes de communication, bien entendu, de s'adresser aux journalistes de la sous-région. Un entretien de plus d'1 heure qu'il nous a accordé et qui sera diffusé sur ITV, iRadio et l'ensemble de nos plateformes demain lundi. Mohamed Bazoum fait face à plusieurs défis. Le premier défi est d'ordre sécuritaire. Si je vous dis, Adama, que le Niger est frontalier de pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, la Libye, vous allez comprendre pourquoi ce défi sécuritaire est préoccupant plutôt pour le Niger. Défi également d'éducation, tenez-vous bien, la scolarisation des jeunes filles est un sérieux problème, un sujet même d'ordre socio-culturel. 52% selon les statistiques des filles au Niger ont eu au moins un enfant avant l'âge de 15 ans. D'où les déperditions scolaires ou parfois tout simplement les filles ne vont pas à l'école. Défi également au niveau de l'éducation que constituent les classes payotes ou qu'on appelle ici abris provisoires. Il y en a des milliers au Niger et l'éducation est un sujet de préoccupation pour le président Bazoum. Il y a également le défi de la bonne gouvernance. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est également un combat qui est engagé un peu partout à travers le continent. Mais lutter la corruption, ce n'est pas une chose simple. Et pour lutter contre ce fléau, il faut donner l'exemple, le bon exemple. Et le président Bazoum, aujourd'hui, a déclenché des poursuites contre une trentaine de hauts cadres de la fonction publique nigérienne. Et parmi ces personnes qui sont poursuivies, il y a le ministre de la Communication qui est actuellement en prison et qui a été poursuivi sur la base d'un rapport de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et ce qui est assez intéressant dans ce travail de lutte contre la corruption au Niger, c'est que cette Haute Autorité, quand elle dépose son rapport, elle le remet aussi bien au président de la République qu'au procureur de la République, qui est obligé de déclencher des poursuites si les faits, effectivement, qui ont été relevés sont suffisamment graves.
Et en parlant de défis sécuritaires, il a également mentionné, ou plutôt livré sa version, surtout par rapport au coup d'État noté dans la région ouest africaine. Oui, on l'a entendu clairement dire qu'il était opposé au coup d'État qui s'est passé au Mali, au coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso, au coup d'État qui s'est passé également en Guinée. Même s'il y a un bémol, le président Bazoum estime que le président Alpha Condé a eu un comportement au pouvoir qui ne cadrait pas avec les règles démocratiques, faisant allusion justement au tripatouillage constitutionnel qui a fait que l'ancien président guinéen Alpha Condé a été élu pour un 3e mandat, et cela, le président Bazoum estime que c'est une violation de la Constitution. Et cela peut d'autant plus se comprendre que lui, Bazoum, il est arrivé au pouvoir, il faut le rappeler, en succédant à un certain Mohamedou Issoufou, qui a justement décidé de ne pas briguer un 3e mandat, se conformant à ce que dit la Constitution nigérienne, c'est-à-dire qu'il n'avait droit qu'à 2 mandats consécutifs. Et qu'est-ce qu'il pense de la souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest, la souveraineté monétaire dont le débat toujours lancé ou plusieurs fois lancé a finalement été reporté? Oui, le franc CFA, c'est un vieux débat. Vous savez, la CEDEAO avait projeté d'arriver à la monnaie unique appelée ECO en 2020. On est aujourd'hui en 2022, un rendez-vous manqué. Un nouveau rendez-vous est fixé par la CEDEAO et le président Bazoum entend s'inscrire dans le sillage de son prédécesseur, qui fait partie des chefs d'État de l'UMOA, qui estime que la question de la monnaie doit être débattue. Parce que le Niger, je disais tout à l'heure, partage une frontière d'ailleurs très 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 longue avec le Nigeria. Et le Nigeria utilise le Naira. Et le président Bazoum, dans l'entretien qu'il nous a accordé, donne un exemple pour illustrer pourquoi la question de la monnaie est préoccupante pour le Niger. Vous vendez un bœuf au Nigeria, vous en tant que Nigérien, ce même bœuf vous revient au Niger, revient dans la marmite beaucoup plus cher qu'il n'avait été vendu. La détérioration des termes de l'échange, vous vous souvenez, le président Senghor aimait bien ce concept ou cette notion. Le Nigeria vit très mal, ou plutôt le Niger vit très mal ce problème de monnaie, et le président Bazoum pense que c'est un débat qui doit être mis sur la table. Bien entendu, il est également conscient que tous les États ne marchent pas au même rythme, que de ce point de vue aussi, il faut le dire, la question de la monnaie, c'est une question d'intérêt, et je crois que ce débat sur le franc CFA, le passage à l'éco, devrait être remis sur la table très très prochainement, et il ne faut pas s'étonner que le président du Niger fasse partie de ceux qui vont le mettre sur la table justement. Merci beaucoup, Mamadou Ibra Kane. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour tous ces détails sur cet entretien que vous avez eu avec les autorités nigériennes. Merci. Merci, Adama. Je rappelle que vous pouvez suivre cet entretien exclusif dès demain lundi à partir de 20h30 sur l'ensemble de nos supports. La suite de la totale, c'est bonne semaine, et ce soir, c'est Absatou Kane qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. Regardez. Comment faire pour passer une bonne semaine? Donc, la première méthode, c'est d'être organisé. Donc, normalement, le dimanche, on doit savoir ce qui est prévu durant la semaine. Voilà, on doit faire un planning. Moi, personnellement, le dimanche soir, en général, je fais mon planning de la semaine. Donc 2 à 3 jours avant, donc je sais ce que je dois faire tel ou tel jour, donc avec la volonté de Dieu bien sûr. C'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes techniques et bonne semaine à tous.